Non. Ainsi répondit le chef de la police de Trimble à la question de Johnny. Non, on ne vous reproche rien, et vous n'êtes pas en état d'arrestation. Et vous n'avez pas à répondre à nos questions, mais nous vous serions pourtant reconnaissants de bien vouloir le faire. Infiniment reconnaissant, reprit en écho un type déguisé en courtier de Wall Street. Il appartenait au FBI et son nom était Edgar Lancle. Il trouvait Johnny Smith peu en forme, avec sa cicatrice au-dessus de l'œil gauche, enflée et rouge. Quand Johnny s'était évanoui, il s'était écroulé sur les chaussures d'un musicien de la fanfare, ou bien sur le bout carré des bottes d'un motard. L'oncle penchait pour la deuxième possibilité. Johnny était pâle, ses mains tremblaient, de façon inquiétante quand il avait pris le gobelet d'eau que le policier Bass lui avait donné, et sa paupière était agitée par un continuel frémissement. Il pouvait faire, selon les flics, un excellent assassin, bien que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher eût été une éraflure sur le cuir d'une botte. L'oncle devait toujours s'entêter dans cette dernière conviction. Mais qu'est-ce que je peux vous dire s'étonna Johnny, assis sur la couchette d'une cellule. Il avait mal à la tête et se sentait étrangement vide. Ses oreilles bourdonnaient constamment. Il était 9 heures et l'équipe de Stilson avait quitté la ville depuis longtemps. Toutes les saucisses avaient été mangées. Vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé dit Bass. Eh bien, j'avais chaud, répondit Johnny. J'étais sûrement très énervé et je me suis évanoui. Êtes-vous infirme ou handicapé demanda l'oncle à tout hasard. Johnny le regarda fixement. Ne jouez pas à ce jeu-là avec moi, monsieur l'oncle. Si vous savez qui je suis, dites-le. Oui, je le sais, dit l'oncle. Vous êtes médium et vous venez du Maine. Mais que fait un gars du Maine dans le New Hampshire? Je suis précepteur, répondit Johnny. Chez les Chatsworth? Encore une fois, répondit Johnny, si vous savez tout, pourquoi poser des questions? À moins que vous ne me suspectiez de quelque chose. C'est une famille riche, hein demanda l'oncle. Oui, c'est exact, répondit Johnny. Et tu es un partisan ou un inconditionnel de Stilson, Johnny demanda Bass. Johnny n'aimait pas beaucoup qu'on le tutoie et qu'on le traite de la sorte, ce que faisaient pourtant ces deux types, et ça le rendait nerveux. Et vous leur demanda-t-il à son tour. Bass fit entendre un bruit obscène. Il y a environ 5 ans, dit-il, nous avons eu un concert de rock qui a duré toute une journée, ici, à Trimble. Après avoir hésité, le conseil municipal avait fini par dire oui, pour faire plaisir aux jeunes. Nous pensions voir venir 200 mômes du coin, et ils sont venus à 600, fumant du hache et buvant sec. Ils ont fait un chahut monstre, et le conseil a décidé que ça ne se reproduirait plus. Tous en ont été très attristés et se demandaient pourquoi, mais personne n'avait été blessé. Ils trouvaient donc que tout s'était bien passé, puisque personne n'avait été blessé. Et c'est la même chose pour ce Stilson. Je me rappelle une fois. Donc vous n'avez rien contre Stilson, Johnny, coupa l'oncle. Rien, vraiment, ajouta-t-il en souriant avec condescendance. Je ne savais même pas qui il était il y a encore 6 semaines, dit Johnny. Oui, bon, mais ça ne répond pas exactement à ma question. Johnny resta silencieux quelques instants. Il me dérange, finit-il par reconnaître. Ouais, mais ça ne répond pas exactement à ma question. Oh si, je crois que si, fit Johnny. Vous n'êtes pas aussi coopérant que nous le souhaiterions, constata l'oncle avec regret. Johnny lança un coup d'œil à Bass. Mais quand quelqu'un perd connaissance dans une réunion publique dans votre ville, on lui fait subir un interrogatoire au 3e degré? Bass parut gêné. Non, bien sûr. Donc vous étiez en train de serrer la main de Stilson, reprit l'oncle, quand vous vous êtes senti mal. Mais vous aviez l'air malade. Stilson lui-même était vert. Vous avez eu de la chance que ses copains ne vous fassent pas une tête au carré. Ils pensent que vous lui avez jeté un sort. Johnny regardait l'oncle avec une surprise grandissante. Il jeta un coup d'œil sur Bass, puis de nouveau sur l'homme du FBI. Vous étiez là, dit-il. Bass ne vous a pas appelé. Vous assistiez à la réunion, n'est-ce pas? Vous y étiez. L'oncle écrasa sa cigarette. Oui, j'étais là. Et pourquoi le FBI s'intéresse-t-il à Stilson? S'écria Johnny. Parlons plutôt de toi, Johnny, dit l'oncle, sans répondre à la question. Non, parlons de Stilson, dit Johnny. Parlons de ses copains, comme vous dites. C'est légal, leur matraque? Oui, parfaitement, dit Bass. L'oncle lui jeta un coup d'œil, voulant l'arrêter, semblait-il. Mais Bass ne le vit pas, ou bien il l'ignora. Des battes de baseball, des clubs de golf, des queues de billard, la loi n'interdit pas qu'on se trimballe avec. Mais j'ai entendu dire que ces types faisaient partie d'un gang de motards, dit Johnny.
Oui, il y en a qui effectivement font partie d'un gang du New Jersey, d'autres d'un club de New York. Bass, interrompit l'oncle, je crois vraiment qu'il est temps de... Mais je ne vois pas le mal qu'il y a à lui en parler, dit Bass. Ce sont des minables. Parmi eux, certains ont formé une bande il y a 4 ou 5 ans, d'autres faisaient partie d'un club de moto, le Devil's Dozen, qui se saborda en 1972. Le garde du corps de Stilson est un nommé Sonny Elliman, c'est le président du Devil's Dozen. Il a été arrêté plusieurs fois, mais on n'a jamais pu rassembler suffisamment de preuves contre lui. Oh, vous vous trompez, dit l'oncle en allumant une cigarette. Il a dû comparaître devant la justice en 1973 pour avoir brûlé un feu rouge. Il a signé sa contravention et payé 25 $. Johnny se leva pour aller chercher un autre gobelet d'eau. L'oncle le surveillait attentivement. Ainsi, vous vous êtes simplement évanoui. Non, dit Johnny en se retournant. J'allais lui tirer dessus avec un bazooka, mais au moment de presser sur la détente, j'ai eu un malaise. L'oncle soupira. Vous êtes libre, dit Bass. Merci, répondit Johnny. Mais, Johnny, je vais vous dire exactement ce que monsieur l'oncle vous dirait, reprit Bass. À l'avenir, si j'étais vous, je me tiendrais à l'écart des réunions de Stilson, si vous tenez à votre peau. Des choses désagréables ont l'air de survenir aux gens que Greg Stilson n'aime pas. Vraiment, dit Johnny, tout en buvant son eau. Mais tout ça ne vous concerne pas, Bass, dit l'oncle, son regard froid posé sur ce dernier. Très bien, fit Bass doucement. Mais je ne vois aucun inconvénient à vous raconter que d'autres incidents se sont produits lors des réunions électorales de Stilson. À Ridgeway, une jeune femme enceinte a été rouée de coups. Elle a fait une fausse couche. Juste après la réunion, filmée par CBS, elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas identifier son agresseur, mais nous avons toutes les raisons de penser qu'il s'agit d'un motard de Stilson. Et il y a un mois, un gosse de 14 ans a eu le crâne fracturé. Il avait un pistolet à eau. Il ne put pas non plus identifier son agresseur. Le pistolet à eau nous incite à penser qu'ils se sont crus menacés et en état de légitime défense. Comme c'est bien dit, pensa Johnny. Et vous n'avez pas pu trouver de témoins demanda Johnny. Non, personne n'a voulu parler, fit avec un sourire ironique l'oncle, et il secoua la cendre de sa cigarette. Il est l'élu du peuple. Johnny pensa au jeune homme portant son fils afin qu'il puisse voir Greg Stilson. Qui s'en soucie de toute façon? Ils étaient venus là pour s'amuser. Ainsi, il a son agent du FBI personnel, dit Johnny. L'oncle haussa les épaules et eut un nouveau sourire, désarmant celui-ci. Que puis-je répondre, fit-il. Que ce n'est pas toujours facile, Johnny, et que parfois je n'emmène pas large. Il émane de sa personne un puissant magnétisme. Si du haut de son podium il me désignait à la foule en leur disant qui je suis, je crois qu'il me lyncherait dans la seconde. Johnny pensa à la foule de l'après-midi, à la jolie fille agitant frénétiquement sa tranche de pastèque. Oui, vous avez peut-être raison, reconnut Johnny. Donc, si vous savez quelque chose qui puisse nous aider, dit l'oncle, et il se pencha en avant. Le désarmant sourire s'était fait gourmand. Peut-être, en tant que médium, avez-vous ressenti quelque chose, et c'est peut-être ça qui vous a fait perdre connaissance. Peut-être, répondit Johnny sans broncher. Eh bien, fit l'agent. Un instant, il pensa tout leur avouer, puis il se ravisa. Je l'avais vu à la télé, dit Johnny. Je n'avais rien de particulier à faire aujourd'hui, et j'ai donc décidé de venir le voir en personne. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Oui, je comprends, dit Bass. Et c'est tout demanda l'oncle. Oui, c'est tout, dit Johnny. Puis il hésita. Et je pense qu'il gagnera l'élection, ajouta-t-il. Oh, nous en sommes certains, dit l'oncle, à moins qu'il ne se passe quelque chose entre-temps. Et je suis tout à fait de l'avis de Bass. Tenez-vous à l'écart de ces réunions. Oh, ne vous en faites pas, dit Johnny, qui froissa son gobelet de carton et le jeta. Content d'avoir pu bavarder avec vous, reprit-il, mais j'ai un long trajet à faire pour rentrer à Durham. Retournez-vous bientôt dans le Maine demanda Bass. Oh, je ne sais pas, répondit Johnny. Son regard passa de l'oncle, mince, impeccable, tapotant une nouvelle cigarette sur le cadran de sa montre digitale, à Bass, homme là, à gueule de lévrier. Pensez-vous qu'il ambitionne d'aller plus loin demanda Johnny. S'il gagne son siège à la Chambre des représentants. Oh, Seigneur murmura Bass en roulant des yeux. Oh, ces types vont et viennent, dit l'oncle. Ses yeux bruns presque noirs ne quittaient pas Johnny. Ils sont comme ces éléments radioactifs, si instables qu'ils ne durent pas longtemps.
Des types comme Stilson n'ont pas de base politique, mais bénéficient des coalitions ponctuelles qui ne durent qu'un temps avant de se défaire. Avez-vous observé la foule aujourd'hui? Des étudiants et des ouvriers acclamant le même personnage. Ce ne sont pas des politiciens, plutôt des pêcheurs à la ligne repentis. Il fera son temps à la chambre et on n'en parlera plus. Johnny se posait justement la question. Le lendemain, le côté gauche de son visage était devenu très rouge, presque violet au-dessus du sourcil et jaunâtre jusqu'à la racine des cheveux. Sa paupière avait légèrement enflé, lui donnant une expression comique. Il fit quelques brasses dans la piscine, puis s'affala sur une chaise. Il se sentait affreusement mal. Il avait à peine dormi 4 heures la nuit dernière et d'un mauvais sommeil plein de rêves. « Salut Johnny, comment ça va ?» Il se retourna. Ngo lui souriait gentiment. En tenue de travail, avec ses gants de jardinier, et derrière lui une petite brouette pleine de pousses de pin, leurs racines enveloppées dans une toile. « Vous allez les planter ?»« Oui, monsieur Chassoif aime bien. Je lui ai fait remarquer qu'ils n'étaient pas beaux et qu'on en voyait partout, et il a répondu « Plantez-les !» Johnny se mit à rire. « Avez-vous apprécié la réunion hier ?» demanda Johnny. Ngo sourit aimablement. « Ah oui, très instructif !» Impossible de lire dans son regard, il n'avait pas l'air d'avoir remarqué la gamme chromatique sur le visage de Johnny. « Oui, très instructif, nous nous sommes bien amusés. »« Parfait, » dit Johnny. « Et vous ?»« Oh, pas tellement, » répondit Johnny, en touchant légèrement sa cicatrice du bout du doigt. C'était très sensible. « Oh oui, malheureux, vous devriez mettre une escalope dessus, » conseilla Ngo, toujours en souriant. « Et que pensez-vous de lui, Ngo ? Qu'en pense votre groupe, votre ami polonais et vos amis taïwanaises ? » « À la demande du professeur, nous n'en avons pas parlé. »« Pensez à tout ce que vous avez vu, nous a-t-il recommandé. Mercredi prochain, nous l'écrirons en classe et nous ferons une composition. »« Et que direz-vous dans votre composition ?» demanda Johnny. Ngo contempla le bleu du ciel. C'était un homme de petite taille, avec quelques fils gris dans les cheveux. Johnny ne savait pratiquement rien de lui. Il ignorait s'il avait été marié, s'il avait des enfants, s'il avait fui le régime communiste, s'il venait de Saïgon ou de la campagne. Il n'avait aucune idée de ce que pouvaient être ses convictions politiques. « Nous avons parlé du rire du tigre, vous vous souvenez ?»« Oui, » répondit Johnny. « Eh bien, je vais parler d'un vrai tigre. Quand j'étais petit garçon, il y avait un tigre qui s'approchait très très près du village. C'était un mangeur d'hommes, ou plutôt non, un mangeur de petits garçons et petites filles, des vieilles femmes aussi, parce que c'était pendant la guerre et qu'il n'y avait pas d'hommes à manger. Pas la guerre que vous connaissiez, mais la Seconde Guerre mondiale. Il avait pris goût à la chair humaine, ce tigre. Qui, dans cet humble village, aurait pu tuer cette épouvantable créature? L'homme le plus jeune avait 60 ans et un seul bras, et le garçon le plus âgé, c'était moi, j'avais 7 ans. Un jour, ce tigre fut retrouvé dans une fosse où le corps d'une vieille femme avait été placé comme appât. C'est une chose terrible que de se servir d'un être humain fait à l'image de Dieu pour tendre un piège. Je le dirai dans ma composition, mais c'est encore plus terrible de ne rien faire alors qu'un tigre emporte les petits-enfants. Et je dirai aussi dans ma composition que ce tigre vivait encore quand nous l'avons découvert. Il avait un pieu enfoncé dans le corps, mais il vivait encore. Nous l'avons battu, avec des branches et des bâtons. Des vieillards, des vieilles femmes, des enfants excités et apeurés qui avaient mouillé leurs pantalons. Le tigre était tombé dans le piège et nous l'avons battu à mort avec nos branches et nos bâtons, parce que les hommes du village étaient partis combattre les Japonais. Je pense que Stilson est comme ce tigre qui avait pris goût à chair humaine. Je pense qu'un piège devrait lui être tendu, et je crois qu'il y tomberait. Et s'il vit encore, je pense qu'il devrait être battu à mort. » Il sourit gentiment à Johnny dans le clair soleil de l'été. « Vous pensez vraiment ce que vous dites ?» demanda Johnny. « Oh oui !» dit Ngo. Il s'exprimait avec insouciance, comme s'il s'agissait d'une chose sans importance. « Et je me demande ce que mon professeur va dire quand je lui remettrai ma composition. » Il haussa les épaules. Il dira sans doute « Ngo, vous n'êtes pas prêt pour être fait citoyen américain. » Mais je dirai la vérité, comme je la sens. Et vous, qu'en pensez-vous, Johnny ? Son regard se porta sur la cicatrice, puis se perdit ailleurs.
Oui, je pense qu'il est dangereux, dit Johnny. Non, je sais qu'il est dangereux. Vraiment? Oui, je crois que vous le savez. Les gens du New Hampshire le voient comme une espèce de clown. Ils le voient comme tant de gens dans le monde voient Idi Amin Dada, mais pas vous. Non, dit Johnny, mais de là à penser qu'il doit être abattu. Ah, politiquement abattu, dit Ngo en souriant. Je suggère simplement qu'il soit abattu politiquement. Mais si ce n'est pas possible, remarqua Johnny. Ngo sourit à Johnny, il tendit son index, redressa son pouce et fit claquer ses doigts. Pan, dit-il doucement. Oh non, dit Johnny, surpris de l'enrouement de sa propre voix. Ce n'est jamais la solution, jamais. Ah non? Moi, je pensais que c'était une solution que vous utilisiez très souvent, vous, les Américains. Ngo saisit les bras de sa brouette. Mais je dois aller planter ces petits arbres, Johnny. À bientôt. Johnny le regarda s'éloigner, menu sous son hâle et chaussé de mocassins, traînant sa brouette pleine de pousses d'arbres. Il disparut au coin de la maison. Non, tuer ne fait qu'aiguiser les dents du dragon, je le crois du fond du cœur. Le premier mercredi de novembre, qui se trouvait être le second jour du mois, Johnny, écroulé dans le fauteuil de son studio, regardait les résultats des élections. Chancellor et Brinkley les commentaient sur une carte électronique. Il était près de minuit, et l'écart entre Ford et Carter s'amenuisait. Mais Carter allait gagner, Johnny le savait. Greg Stilson aussi avait gagné. Sa victoire avait été largement commentée dans les bulletins locaux, mais les journalistes nationaux l'avaient également annoncé, comparant sa victoire à celle de James Longley, gouverneur indépendant du Maine 2 ans auparavant. Les derniers sondages, déclarait Chancellor, annonçant la victoire du candidat républicain, étaient apparemment faux. NBC avait prédit que Stilson, qui faisait campagne coiffé d'un casque de travailleur et dont le programme préconisait l'envoi des déchets dans l'espace, serait élu avec 46% des votes. Fisher en obtiendrait 31. Dans ce district, où les démocrates ont toujours été sous-représentés, David Bowes n'a que 23% des voix. Et voilà, dit Brinkley, le temps de la saucisse est venu pour le New Hampshire, au moins pour les 2 années à venir. Chancellor et lui-même se mirent à rire. Une publicité interrompit l'émission. Il pensait au tigre. Entre la réunion de Trimble et les élections, l'emploi du temps de Johnny avait été bien rempli. Il avait poursuivi son travail. Chuck avait progressé lentement, mais sûrement. Il s'était présenté à 2 examens et les avait réussis. La saison de football touchait à sa fin. Il était pratiquement assuré qu'il ferait partie de l'équipe du New Hampshire. Les visites empressées, inévitables des démarcheurs de faculté, avaient commencé. Il leur faudrait encore attendre 1 an, car Chuck et son père avaient décidé qu'ils passeraient une année à Stovington, une bonne école privée du Vermont. Johnny savait qu'à Stovington, l'annonce déclencherait une inévitable fantasia. L'école du Vermont ne disposait que de piètres joueurs. On lui donnerait sans doute tous les diplômes possibles et une clé d'or pour ouvrir le dortoir des filles. Johnny savait que c'était là une bonne décision. Une fois prise, la pression sur Chuck s'allégea et ses progrès se firent encore plus évidents. Fin septembre, Johnny s'était rendu à Pownal pour le week-end, et après avoir passé toute la soirée du vendredi à regarder son père s'agiter nerveusement et s'esclaffer à des blagues de la télé, qui n'étaient pas particulièrement drôles, il avait demandé à Herb ce qu'il tracassait. « Rien, répondit celui-ci, avec un sourire contraint, frottant ses mains l'une contre l'autre. « Rien du tout. Qu'est-ce qui te fait croire que ça ne va pas ?»« Allez, papa, dis-moi ce qui te tracasse. » Herb cessa de sourire, mais continua à se frotter les mains. « Je ne sais pas comment te le dire, Johnny. Voilà. Il s'agit de Charlène ?» demanda Johnny. « Oui, c'est ça, répondit Herb. « Tu l'as demandé en mariage ?» Herb le regarda avec humilité. Eh bien, que dirais-tu d'avoir une belle-mère à 29 ans, Johnny ? Il se mit à rire. Moi, je dirais que c'est très bien. Félicitations, papa. Herb sourit, soulagé. Merci, fils. Ça m'ennuie un peu de te dire ça, je l'admets. Je sais ce que tu disais quand nous abordions ce sujet avant. Mais on ressent les choses autrement quand on en parle ou quand il faut les vivre. J'aimais ta mère, Johnny, et je crois que je l'aimerai toujours. Oh, je le sais, papa. Bon, mais je suis seul, et Charlène aussi est seule, et je crois que notre union pourrait être profitable à chacun de nous. Johnny se leva et embrassa son père. Tous mes vœux, papa, je suis sûr que tout ira bien.
Tu es un bon fils, Johnny. Herb prit son mouchoir et s'essuya les yeux. Nous pensions t'avoir perdu. Moi, en tout cas, Vera n'avait jamais perdu espoir. Elle a toujours cru, Johnny, que... Oh, papa, c'est fini tout ça. Non, il le faut. Je l'ai sur le cœur depuis 1 an et demi. J'ai même prié pour que ta mort survienne, Johnny. Mon propre fils, j'ai demandé à Dieu de te rappeler à lui. Il s'essuya de nouveau les yeux et fit disparaître son mouchoir. Viendras-tu à mon mariage, Johnny? Johnny sentit en lui quelque chose comme un sanglot. Avec plaisir, répondit-il. Merci, dit Herb. Je suis content. Je suis soulagé de t'avoir parlé. Et je suis le plus heureux des hommes. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Avez-vous fixé une date? Demanda Johnny. Oui, que penses-tu du 2 janvier? Dit Herb. C'est parfait, dit Johnny. Vous pouvez compter sur moi. Nous avons une petite ferme en vue à Bideford, dit Herb. C'est un beau coin, il y a 20 acres. La moitié en forêt, ce sera un nouveau départ. Oui, un nouveau départ, répéta Johnny. C'est très bien. Et tu ne vois pas d'inconvénient à ce que nous vendions la maison? Demanda Herb anxieusement. Juste un petit serrement de cœur, le rassura Johnny. C'est vrai, rien de plus? Non, juste un petit serrement de cœur. Et comment vont les choses pour toi? Demanda Herb. Bien. Et ton élève? Oh, formidablement bien, dit Johnny, usant d'une expression favorite de son père. Et combien de temps penses-tu encore y rester? Pour travailler avec Chuck, répondit Johnny, 1 année scolaire, s'ils veulent bien de moi. Instruire un seul élève a été une expérience nouvelle et agréable. Et c'est vraiment un bon boulot. Et que feras-tu après? Demanda Herb. Johnny secoua la tête. Je n'en sais rien encore, mais je sais une chose. Ah oui, et quoi donc? Eh bien, que je vais aller chercher une bouteille de champagne et que nous allons nous saouler. En ce soir de septembre, son père lui donna une tape dans le dos. Allez, prends-en 2, pendant que t'y es. Il reçut encore une lettre de Sarah Hazlett. Elle et Walt attendaient leur second enfant. Johnny leur envoya ses félicitations et ses vœux pour la campagne électorale de Walt. Il pensait parfois au long et bel après-midi passé avec Sarah. Il s'interdisait néanmoins d'y revenir trop souvent, de peur de voir son souvenir s'altérer sous les projecteurs de la mémoire, telles ces photos qui jaunissent. Il était sorti quelquefois cet automne, entre autres avec la sœur aînée et divorcée de l'ami de Chuck, mais ces quelques rendez-vous n'eurent aucune suite. Presque tout son temps libre, il le passa en compagnie de Gregory Amas Stilson. Il était devenu Stilsonphile. Il gardait 3 blocs dans son tiroir, sous ses chaussettes, ses sous-vêtements et ses t-shirts. Ils étaient couverts de notes, de réflexions, de copies d'articles. Accomplir ce travail, pourtant, lui déplaisait. Le soir, quand il annotait les coupures de journaux avec son crayon feutre, il se sentait un peu comme Arthur Bremer ou Madame Moore essayant de tuer Gerald Ford. Il savait que si Edgar Lankle, enfant chéri du FBI, pouvait le voir, son studio, sa salle de bain seraient investis en un clin d'œil. Un camion de déménagement stationnerait devant sa porte, bourré de caméras, de micros et Dieu sait quoi d'autre. Il avait beau se dire qu'il n'était pas Bremer, que Stilson n'était pas chez lui l'objet d'une névrose obsessionnelle, c'était tout de même difficile à avouer après ces longs après-midi passés à la bibliothèque de la fac en quête de vieux journaux et magazines qui lui faisaient remplir le photocopieur de pièces de monnaie. C'était plus difficile aussi à admettre après les nuits passées à essayer de faire des recoupements. Et c'était tout à fait impossible à admettre quand il se réveillait en sueur à 3 heures du matin. Le cauchemar était toujours le même. Une reprise de la poignée de main échangée avec Stilson à la réunion de Trimble. L'obscurité soudaine. La sensation d'être dans un tunnel, illuminé par le projecteur se rapprochant à une allure folle. Un projecteur fixé sur un engin de mort. Le vieillard à l'humble regard effrayé, assistant à l'incroyable prestation de serment, et les sensations se succédant en un désordre accéléré. Des séries d'images brèves défilant comme un film délirant. Mais ces images avaient un sens, il le savait pertinemment. Elles racontaient une histoire d'apocalypse, peut-être l'Armageddon dont parlait Vera Smith avec tant de conviction. Mais quelles étaient ces images? Qu'étaient-elles exactement? Elles étaient floues, impossibles à distinguer nettement, parce qu'elles étaient toujours dissimulées par le voile bleu, un voile bleu parfaitement strié de jaune comme les rayures du tigre. La seule image claire apparaissait à la fin du rêve, les cris d'agonie, l'odeur de la mort, et un tigre solitaire avançant à pas feutrés dans un décor de métal tordu, de verre en fusion et de terre brûlée.
Et le tigre riait. Il tenait quelque chose dans sa gueule, quelque chose de bleu et jaune, dégoulinant de sang. Il y eut des moments, au cours de l'automne, où il estima que le rêve allait le rendre fou. Rêve idiot, dont la matérialisation était impossible et qu'il aurait fallu se sortir de l'esprit. Mais parce que c'était impossible, il fit des recherches sur Gregory Stilson et essaya de se persuader qu'il ne s'agissait que d'une lubie sans conséquence et non d'une dangereuse obsession. Stilson était né à Tulsa. Son père, ouvrier agricole peu recommandable, travaillait plus dur que ses collègues du fait de sa vigoureuse stature. Sa mère avait dû être jolie autrefois, mais on n'en voyait qu'un pâle reflet sur les 2 photos que Johnny avait réussi à dénicher. Si jamais elle le fut, le temps et l'homme auquel elle s'était mariée l'avaient très vite enlaidie. Ces photos ne montraient qu'une femme du Sud, en robe imprimée, tenant un bébé, Greg, entre ses bras maigres et grimaçant dans le soleil. Son père avait été un homme autoritaire qui s'était peu préoccupé de son fils. Enfant, Greg était pâle et maladif. Il n'existait aucune preuve démontrant que l'enfant avait été maltraité, moralement ou physiquement. Mais on avait l'impression qu'à la limite, il avait vécu les 9 premières années de sa vie dans un climat hostile. Sur la seule photo que Johnny avait trouvée du père et du fils réunis, ils avaient pourtant l'air heureux. On les voyait tous deux, dans un champ, le bras du père passé autour du cou de son fils, dans une pose affectueuse. Mais en même temps, elle était insupportable. Harry Stilson était en tenue de travail, pantalon de coutil et chemise à 2 poches kaki, son chapeau amidonné rejeté en arrière. Greg fréquenta d'abord l'école de Tulsa, puis il se rendit à Oklahoma City quand il eut 10 ans. L'été précédent, son père avait été tué dans l'explosion d'un derrick. Mary-Lou Stilson était partie pour Hockey City avec son fils parce que sa mère y vivait et que l'industrie de guerre permettait d'y trouver des emplois. C'était en 1942 et des jours meilleurs s'annonçaient. Greg réussit ses examens jusqu'à la fin du collège, puis commença une série de coups durs. École buissonnière, bagarre, vol. En 1949, il avait été renvoyé des cours pendant 2 jours pour avoir déposé des pétards dans les toilettes. Dans tous ces démêlés avec les autorités, Mary-Lou Stilson prenait le parti de son fils. Le bon temps, enfin du point de vue de Stilson, prit fin en 1945 quand la guerre se termina. Sa grand-mère mourut, ne leur laissant qu'une petite maison. Sa mère travailla pendant un temps dans un bar comme serveuse. Quand son fils avait des ennuis, elle payait les amendes sans trop chercher à savoir. Le petit garçon pâle et maladif, que son père avait surnommé le Gringalet, avait changé. Alors que Greg avançait en âge, il prenait la corpulence de son père. Il ne fit pas de sport à l'école, mais se procura un équipement de gymnastique et un jeu de poids et haltères. Le Gringalet devint une redoutable baraque. Johnny supposait qu'il avait dû se trouver souvent à 2 doigts de quitter l'école et que seule la chance lui avait évité le renvoi. Si seulement il avait été vraiment mis à la porte, pensait souvent Johnny. Il en aurait terminé avec toutes ses préoccupations, car une personne auteure d'un délit ne peut briguer un poste important. Stilson passa ses examens. Il fut classé parmi les derniers, bien sûr, et nous étions en juin 1951. Cette réussite, cependant, prouvait qu'il pouvait suivre sans problème un enseignement supérieur. Il avait de la chance, la langue bien pendue et une volonté de battant. Il travailla quelque temps dans une station-service. Puis, en août de la même année, Greg Stilson rencontra Jésus au cours d'une cérémonie à Wildwood Green. Il quitta son emploi et entra dans les affaires comme faiseur de pluie, avec l'aide de Jésus-Christ notre Seigneur. Par un heureux concours de circonstances, l'été fut un des plus secs qu'on ait connu depuis longtemps en Oklahoma. Les récoltes étaient pratiquement perdues, et le bétail suivrait bientôt si les pluies venaient à tarir. Greg avait été invité à une réunion de l'association des éleveurs. Johnny avait mis la main sur toute une série d'articles des périodiques régionaux qui rendaient compte de la chose. Ce fut un des points culminants de la carrière de Greg Stilson. Aucun papier ne pouvait être formellement démenti, et Johnny comprit bien vite pourquoi. Ils allaient dans le sens des mythes américains, ceux des David Crockett, des Pecos Bill, des Paul Bunyan. Quelque chose s'était passé, c'était indéniable, mais l'exacte vérité ne fut jamais dévoilée. Une chose néanmoins semble certaine. Cette réunion de l'association des éleveurs dut être une cérémonie assez étrange. Ils avaient invité plus de 2 douzaines de faiseurs de pluie, des sorciers venus de plusieurs localités de l'Est, de l'Ouest et du Sud. Pour la moitié, ils étaient noirs, 2 étaient indiens, un métis pony et un apache pur sang, et un Mexicain.
Greg était un des 9 blancs présents et le seul à habiter la ville. Les éleveurs écoutèrent les propositions des faiseurs de pluie un par un. Les sorciers se partagèrent en 2 groupes, ceux qui voulaient recevoir une avance et ceux qui voulaient être payés entièrement avant le miracle. Quand le tour de Greg arriva, il se leva, glissa ses pouces dans les passants de sa ceinture, et on suppose qu'il leur déclara « Je pense que vous savez que je ne suis pas devenu un faiseur de pluie parce que j'ai donné mon âme à Jésus. Avant, j'étais enfoncé dans le péché et les chemins qui y conduisent. Maintenant, un des moyens les plus sûrs d'y arriver, nous l'avons vu ce soir, est habituellement représenté par le dollar. » Les éleveurs se montrèrent intéressés. À 19 ans, Stilson était déjà doué pour le baratin, et il leur faisait une offre qu'ils ne pouvaient pas décliner. Tout ça parce qu'il venait de retrouver la foi et qu'il savait que dans l'argent se trouve l'origine du mal. Il ferait tomber la pluie et il le paierait après, ce qu'il jugerait constituer de bons résultats. Il fut plébiscité par les éleveurs, et 2 jours plus tard, à genoux sur la plateforme d'un camion, sillonnant lentement routes et chemins de l'Oklahoma, vêtu de noir, coiffé du chapeau des prédicateurs, il priait pour la venue de la pluie, sa supplique amplifiée par 2 haut-parleurs branchés sur une batterie. Des gens venaient le voir par milliers. La fin de l'histoire est prévisible, à défaut d'être satisfaisante. Le ciel se couvrit de nuages au cours de l'après-midi du 2e jour, et le matin suivant, la pluie tomba. Elle tomba 3 jours et 2 nuits, et les inondations noyèrent 4 personnes. Toutes les maisons, avec la volaille perchée sur les toits, furent balayées par la rivière Greenwood, les puits se remplirent et le bétail fut sauvé. L'association des éleveurs de l'Oklahoma estima que de toute façon la pluie serait venue. Ils firent néanmoins la quête pour Greg lors de la réunion suivante, et le jeune faiseur de pluie reçut la somme royale de $17. Greg ne se laissa pas démonter. Il utilisa les $17 à faire publier un avis dans l'Oklahoma City Herald. L'avis précisait qu'une mésaventure semblable était arrivée à un dératiseur de la ville de Hamblin. Bon chrétien, expliquait-il dans son avis, et sachant qu'il n'avait aucun recours possible contre un groupe aussi structuré et puissant que l'Association des éleveurs de l'Oklahoma, il n'éprouvait aucune amertume. Mais l'honnêteté est l'honnêteté. Sa vieille mère était à sa charge, et elle était en mauvaise santé. L'annonce suggérait qu'il avait prié pour une bande de prétentieux, riches et ingrats, ces mêmes hommes qui avaient arraché de pauvres gens à leurs terres dans les années 30. Il laissait également entendre qu'il avait sauvé pour des dizaines de milliers de dollars de bétail et avait reçu $17 pour sa peine. Mais comme il était bon chrétien, ce genre d'ingratitude ne le préoccupait pas, mais peut-être que les bons citoyens de cette ville y réfléchiraient. Les bien-pensants pouvaient envoyer leur contribution, boîte postale 47. Johnny se demandait combien Greg Stilson avait réellement perçu. Les estimations différaient. Mais cet automne-là, Greg circula en ville dans une nouvelle Mercury. 3 années d'arriérés d'impôts pour la petite maison furent réglées, et Marilou, qui n'était pas en si mauvaise santé que ça et n'avait jamais que 45 ans, s'épanouit dans un manteau de ragondin tout neuf. Stilson avait à l'évidence découvert un des principaux ressorts qui mènent le monde. Si ceux qui possèdent tout ne payent pas, ceux qui n'ont presque rien le feront. Selon le même principe, les hommes politiques sont assurés qu'il y aura toujours de jeunes hommes pour servir de chair à canon. Les éleveurs se rendirent compte qu'ils avaient mis la main sur un nid de frelons. Quand certains de leurs membres arrivèrent en ville, des rassemblements se formèrent et ils se firent huer. Ils furent dénoncés du haut des chairs des églises et ils éprouvèrent des difficultés soudaines pour vendre le bétail que la pluie avait sauvé. En novembre de cette année mémorable, 2 jeunes types, certainement engagés par l'association, équipés de coups de poing américains et de 32 nickelés, s'étaient postés sur le pas de la porte de Greg Stilson, et ce, afin de lui suggérer aussi énergiquement que possible d'aller voir ailleurs si le climat lui convenait mieux. Tous 2 finirent à l'hôpital, l'un d'eux avec une commotion cérébrale, l'autre ayant perdu 4 dents. Ils avaient été retrouvés sans pantalon au coin de l'immeuble de Greg, leur coup de poing américain inséré dans une partie de leur anatomie, le plus souvent associée à la position assise. Pour l'un des 2, une petite intervention chirurgicale fut rendue obligatoire. L'association comprit la leçon, et à la réunion de décembre, un chèque de $700 fut envoyé à Greg Stilson. Il avait obtenu ce qu'il voulait. En 1953, lui et sa mère partirent pour le Nebraska. Le métier de faiseur de pluie ne faisait plus recette. Ils s'installèrent à Omaha, où Greg monta une entreprise de peinture en bâtiment qui devait faire faillite 2 ans plus tard. Il eut plus de chance en vendant des Bibles.
Il sillonna la Grande Plaine, partageant ses repas avec des ouvriers agricoles, des familles de fermiers, racontant l'histoire de sa conversion et vendant des Bibles, des Jésus lumineux en plastique, des livres de prière, des disques, des tracts et un livre de poche violemment réactionnaire. La conspiration judéo-communiste contre nos États-Unis. En 1957, la vieille Mercury fut remplacée par une Ford Wagon. En 1958, Mary-Lou Stilson mourut d'un cancer, et à la fin de la même année, Greg Stilson abandonna la vente des Bibles et partit vers l'Est. Il passa une année à New York avant de se rendre à Albany. Son année new-yorkaise fut consacrée à l'étude de placement, une activité qui, avec la peinture en bâtiment, ne lui rapporta pas un sou. Puis jusqu'en 1965, il travailla pour Prudential comme courtier en assurance et ne connut que des succès médiocres, peu de résultats et le renoncement à la foi. Pendant ces 5 ans, le fougueux et tapageur Greg Stilson d'autrefois donna l'impression d'hiberner. Au cours de sa carrière mouvementée, la seule femme de sa vie fut sa mère. Il ne se maria jamais et n'eut même pas de liaison. Tout au moins Johnny n'en trouva pas trace. En 1965, Prudential lui offrit une place à Ridgeway, dans le New Hampshire, et Greg l'accepta. À peu près au même moment, sa période d'hibernation parut prendre fin. C'était l'époque de la mini-jupe et du faites l'amour, pas la... Greg devint actif dans le milieu des affaires de Ridgeway. Il fréquenta la chambre de commerce et le Rotary Club. Il trouva l'occasion de montrer son zèle en 1967 au cours de discussions sur les parcs-mètres. Pendant 6 ans, des querelles avaient eu lieu à leur sujet. Greg suggéra qu'on enlève les parcs-mètres et qu'on les remplace par des tirelires. Les gens paieraient ce qu'ils voudraient. Certains jugèrent l'idée complètement farfelue. Greg leur répondit qu'il serait peut-être surpris. Oui, monsieur, il sut se montrer persuasif. Et finalement, la ville adopta sa proposition, et le flot de monnaie qui tomba dans les tirelires surprit en effet tout le monde, sauf Greg. Il avait découvert le truc des années auparavant. En 1967, il fit de nouveau parler de lui lorsqu'il préconisa, dans une longue lettre soigneusement rédigée et adressée au journal de Ridgeway, de mettre les drogués au travail sur les chantiers municipaux, les jardins publics, les pistes cyclables et aussi à l'arrachage des mauvaises herbes. Certains jugèrent l'idée complètement farfelue. Greg leur conseilla de tenter l'opération et de laisser tomber si ça ne marchait pas. La ville tenta l'opération. Un junkie réorganisa entièrement la bibliothèque, renonçant à l'ancien système de classement pour en adopter un autre plus efficace et sans aucun frais pour la ville. Des hippies, arrêtés au cours d'une hache party, aménagèrent le jardin public en aire de spectacle, avec un bassin et un terrain de jeu. Comme le fit remarquer Greg, la plupart de ces drogués s'abandonnaient à leurs démons au collège, ce qui n'était pas une raison pour ne pas utiliser cette science qu'ils y avaient acquise. Tout en bouleversant les mœurs de sa ville d'adoption, Greg écrivait des lettres au New York Times, soutenant la position des faucons dans la façon de conduire la guerre du Vietnam, réclamant des peines sévères contre ceux qui s'adonnaient à l'héroïne, le retour de la peine de mort spécialement pour les trafiquants de drogue. Au cours de sa campagne, il avait clamé à plusieurs occasions qu'il était contre la guerre, mais la réalité de son comportement dénonçait ces affirmations. En 1970, Greg Stilson avait ouvert son propre cabinet d'assurance, qui fut une réussite. En 1973, associé à 3 hommes d'affaires, il avait financé et construit un centre commercial dans la banlieue de Capital City, le siège du district dont il était maintenant le représentant. C'était l'année de la pénurie d'essence et aussi celle où il commença à conduire une Lincoln Continental. Ce fut aussi l'année où il se présenta à la mairie de Ridgeway. Le mandat de maire durait 2 ans. Et 2 ans auparavant, en 1971, républicains et démocrates d'une ville assez importante, 8500 habitants de la Nouvelle-Angleterre, lui avaient demandé de se présenter. Il avait décliné leur offre d'un sourire, et en 1973, il s'était présenté comme indépendant, comme le candidat républicain, honnête et populaire, mais vulnérable à cause de son soutien au président Nixon et contre un démocrate insignifiant. Pour la première fois, il se coiffa de son casque, et son slogan était « Construisons un meilleur Ridgeway ». Il fut porté par un raz-de-marée. 1 an plus tard, dans le Maine, État voisin du New Hampshire, les électeurs se détournèrent du démocrate George Mitchell et du républicain James Erwin pour élire au poste de gouverneur un agent d'assurance de Lewiston, James Longley. La leçon de Gregory Amas Stilson avait été profitable.
Son enquête avait permis à Johnny de se faire une opinion personnelle sur le personnage, si précise qu'en entendant Chancellor et Brinkley à la télé commenter les résultats, il aurait pu les éclairer. Premièrement, Greg Stilson n'aurait pas dû se faire élire. Ses promesses électorales n'étaient que d'aimables plaisanteries. Son passé était douteux, son éducation aussi. Il arrêta ses études à 12 ans, et jusqu'en 1965, il n'avait été qu'une sorte de vagabond. Dans un pays où les électeurs ont décidé que les juristes feraient les lois, les prétentions de Stilson auraient dû le desservir. Il n'était pas marié, et sa vie privée était des plus fantaisistes. Deuxièmement, la presse l'avait pratiquement ignoré. Au cours d'une année électorale qui avait vu Wilbur Mills reconnaître l'existence d'une maîtresse dans sa vie, Wayne Hayes perdre son siège à cause de la sienne, qui avait vu les plus puissants menacés, les journalistes auraient pu poursuivre leur croisade contre Stilson. Sa personnalité pourtant trouble semblait n'avoir suscité qu'un amusement admiratif et n'avait agacé personne, hormis Johnny Smith. Ses gardes du corps en Harley Davidson, personnage peu recommandable, et la manière dont les gens étaient malmenés au cours de ces réunions n'avaient su déclencher aucun scandale. Au cours d'une séance électorale à Capital City, une jeune fille de 18 ans avait eu un bras cassé. Sa mère jura qu'un de ses motards l'avait fait tomber de l'estrade alors qu'elle essayait d'y grimper pour obtenir une signature du grand homme. Résultat, seul un entrefilet dans le journal local. Une jeune fille blessée à une réunion électorale conduite par Stilson, et le tout fut vite oublié. Stilson avait fait une opération financière que Johnny jugeait trop belle pour être honnête. En 1975, Stilson avait payé 11 000 $ d'impôts sur un revenu de 36 000 $. Il expliquait que son revenu provenait uniquement de son cabinet d'assurance et de son salaire de maire. Il n'était pas question du centre commercial de Capital City. Et aucune explication sur le fait que Stilson vivait dans une maison d'une valeur de 86 000 $ dont il était propriétaire. Il y avait aussi sa fonction de maire. Sa performance dépassa largement ce que sa campagne laissait espérer. C'était un homme rusé et prudent, avec un sens frustre mais aigu de la politique. Il avait terminé son mandat en 1975 avec un excédent fiscal pour la première fois en 10 ans. Il était fier de son organisation du parking et de ce qu'il appelait son opération hippie au travail. Ridgeway avait été également une des premières villes à organiser un comité du bicentenaire. Une société qui fabriquait des classeurs s'était installée à Ridgeway et en période de récession, le chômage local n'atteignait que le taux enviable de 3,2%. C'était absolument admirable. Et d'autres choses qui s'étaient passées pendant le mandat de Stilson gênaient Johnny. Les fonds pour la bibliothèque avaient été ramenés de 11 500 $ à 8 000, puis au cours de la dernière année à 6 500. Dans le même laps de temps, le budget de la police municipale avait augmenté de 40%. 3 nouveaux véhicules blindés avaient été commandés, plus des équipements anti-émeutes. 2 nouveaux officiers avaient été nommés et le conseil de la ville avait accepté sa proposition d'indemniser à 50% l'achat d'une arme personnelle par les policiers. Il en résulta que plusieurs policiers de cette paisible petite ville du New Hampshire firent l'acquisition de 357 Magnum, l'arme immortalisée par l'inspecteur Harry. Pendant le mandat de Stilson, un club de jeunes avait été fermé et un couvre-feu, soi-disant volontairement observé mais sous la surveillance de la police, avait été institué pour les moins de 16 ans. Et les fonds de la protection sociale avaient diminué de 35%. Oui, il y avait beaucoup de choses concernant Greg Stilson qui gênaient Johnny. Un père dominateur, une mère trop indulgente, les réunions politiques qui ressemblaient surtout à des concerts de rock, la foule manipulée et les gardes du corps. Depuis Sinclair Lewis, les gens avaient décrié et anéanti toute tentative d'instauration d'un État fasciste en Amérique, et leur vigilance avait été efficace. Toutefois, il y avait eu Huey Long, là-bas en Louisiane, mais Huey Long avait été assassiné. Johnny ferma les yeux et revit Ngo tendant le doigt. Pan, pan, pan. Le tigre, un tigre étincelant dans les forêts de la nuit. Mais tu n'aiguiseras pas les dents du dragon, non. À moins que tu ne veuilles te retrouver avec Frank Todd dans son imperméable de vinyle, avec les Oswald, les Sheeran et les Bremer, le syndicat des cinglés de ce monde. Garde tes notes de paranoïaque à jour, rédige-les en vrac spontanément. Quand les choses iront en s'aggravant, tu pourras toujours t'acheter un Magnum 357. Et Johnny Smith rencontra Charles Manson. Heureux de vous connaître, Johnny. Tout ce que vous avez écrit dans ces notes m'intéresse.
Je veux que vous fassiez la connaissance de mon gourou. Et Johnny, voilà Charlie. Charlie, voilà Johnny. Quand vous en aurez fini avec Stilson, nous allons nous unir et éliminer ce qui reste de ses porcs. » Sa tête tournait, l'inévitable migraine revenait. Ça se terminait toujours ainsi. Il était temps d'aller dormir. « Je vous en prie, mon Dieu, pas de rêve. » Mais restait la question. Il l'avait inscrite dans un de ses blocs-notes et y revenait souvent. Il l'avait écrite en belles lettres et entourée d'un triple cercle, comme pour l'emprisonner. La question était la suivante. Si vous pouviez utiliser la machine à remonter le temps et revenir en 1932, assassineriez-vous Hitler ? Johnny consulta sa montre. 1h moins le quart. On était le 3 novembre. Les élections du bicentenaire faisaient partie de l'histoire. Loyo n'avait pas encore fait son choix. Mais Carter menait la course. Sans discussion possible, mon bébé. Fini le remue-ménage, perdants et gagnants des élections déjà désignées. Gerald Ford pouvait commencer sa traversée du désert. La grande maison était plongée dans l'obscurité, mais l'appartement de Ngo, au-dessus du garage, restait éclairé. Ngo, qui serait bientôt citoyen américain, bon citoyen, soucieux de justice. Johnny alla se coucher. Au bout d'un long moment, il s'endormit et rêva d'un tigre qui riait. Herb Smith épousa Charlène Mackenzie en secondes noces le 2 janvier 1977 dans l'après-midi, comme prévu. La cérémonie eut lieu à l'église de Southnest Bend. Le père de la mariée, un vieux gentleman de 80 ans, presque aveugle, assistait à la cérémonie. Johnny, lui, se tenait près de son père et sortit l'anneau au bon moment. Ce fut un beau mariage. Sarah Hazlett se trouvait là aussi avec son mari et son fils. Elle était enceinte et radieuse, l'image même du bonheur et de l'épanouissement. En la regardant, Johnny fut saisi par un brutal sentiment de jalousie qui le laissa sans force. Mais bientôt tout rentra dans l'ordre, et il put même aller bavarder en leur compagnie. Pour la première fois, il rencontrait le mari de Sarah. C'était un grand et bel homme, avec une moustache fine et des cheveux prématurément gris. Sa tournée électorale avait été un succès, et il était intarissable sur la question, les entretenant de la difficulté de travailler avec un gouverneur indépendant, tandis que Denis s'accrochait à la jambe de son pantalon en réclamant à boire. Sarah parlait peu, mais Johnny sentait son regard posé sur lui, et ce n'était pas désagréable, un peu triste peut-être. L'alcool coulait à flots, et Johnny but plus que de raison. À cause de Sarah, sans doute, ou bien à cause du visage radieux de Charlène, qui semblait prouver que Vera Smith était bel et bien oubliée, et pour toujours. Quand il se retrouva près de Hector Mackenzie, le père de la mariée, environ un quart d'heure après le départ des Hazlett, il fut heureux de cette compagnie. Le vieillard était assis dans un coin, à côté des restes du gâteau de mariage, ses mains noueuses posées sur sa canne. Il portait des lunettes noires, dont une branche avait été réparée avec du Chatterton noir. À côté de lui, 2 bouteilles de bière vides et une autre à moitié pleine. Il examina Johnny. « Vous êtes le fils de Herb, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, » répondit Johnny. Après un second examen plus appuyé, Hector Mackenzie lui déclara. « Vous n'avez pas l'air d'aller bien. »« Trop de nuits blanches, sans doute, » répondit Johnny. « Vous avez besoin de boire quelque chose, un remontant peut-être. »« Vous avez bien fait la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas » demanda Johnny. De nombreuses médailles, y compris la croix de guerre, étaient épinglées sur le costume de serge bleu du vieillard. « C'est exact, » dit Mackenzie en s'animant. « J'ai servi sous Black Jack Pershing en 1917 et 1918, dans la boue et dans la merde. Le vent soufflait et la merde ruisselait. Bois Bello, mon gars, Bois Bello. Ce n'est plus qu'un nom dans les livres d'histoire, mais j'y étais. J'ai vu des hommes y mourir. Le vent soufflait, la merde était partout, et au-dessus des tranchées volaient ces maudits corbeaux. »« Et Charlène dit que votre fils, » commença Johnny. « Dit, oui, le coupa Hector. Il aurait été votre oncle par alliance. Et l'aimions-nous ? Oh, je pense que oui. Il s'appelait Joe, mais tout le monde l'appelait Buddy presque depuis sa naissance. La mère de Charlène est morte le jour où le télégramme est arrivé. »« Était-il mort au combat » demanda Johnny. « Oui, c'est ça, » dit doucement le vieillard. « À Saint-Lô, en 1944. C'est en France, comme le Bois Bello. Ils ont achevé Buddy à bout portant, les nazis. »« Je travaille sur un essai, » dit Johnny, éprouvant un léger vertige.
Il avait réussi à orienter la conversation dans le sens qui l'obnubilait. Et j'espère le vendre à Atlantic News. Vous êtes écrivain demanda le vieil homme. Eh bien, j'essaye, dit Johnny, qui regrettait déjà de s'être laissé aller. Oui, je suis un écrivain, pensa-t-il. J'écris dans mes bloc-notes après le coucher du soleil. L'essai porte sur Hitler, dit Johnny. Hitler demanda le vieil homme. Eh bien, oui, répondit Johnny. Et supposons que vous puissiez utiliser une machine à remonter le temps et revenir en 1932, en Allemagne. Et supposons que votre chemin croise celui d'Hitler. L'assassineriez-vous ou lui laisseriez-vous la vie sauve? Les lunettes noires opaques du vieillard se relevèrent vers le visage de Johnny, et Johnny ne ressentit plus ni ivresse, ni pédanterie, ni malignité. Tout semblait dépendre de ce que ce vieil homme allait dire. « C'est une plaisanterie » demanda l'homme. « Non, pas du tout, » dit Johnny. Une des mains d'Hector Mackenzie lâcha la canne, se glissa dans la poche de son pantalon et y fouilla interminablement. Finalement, elle en sortit armée d'un canif à manche en os poli comme de l'ivoire. L'autre main s'agita, cherchant à en faire sortir la lame. Elle brilla cruellement dans la lumière du hall de l'église. Un petit couteau qui avait accompagné en France, en 1917, un jeune soldat d'une armée décidé à arrêter les salopards de Boche, tueurs de bébés à coups de baïonnette. Ces jeunes gars avaient été mitraillés, avaient attrapé la dysenterie et la fièvre. Ils avaient avalé des gaz asphyxiants. Et tout ça pour rien, puisqu'il avait fallu recommencer. On entendait de la musique, des gens qui riaient dans le lointain, des gens qui dansaient. Johnny regarda la lame nue, hypnotisé par le jeu de la lumière sur le tranchant affûté. « Vous voyez ça » dit doucement Mackenzie. « Oui » souffla Johnny. « Je le planterai dans son noir cœur d'assassin, aussi profondément que je le pourrai, puis je le retournerai dans la plaie. » Il fit tourner la lame dans sa main. Il sourit, exhibant des gencives de bébé dotées d'une unique dent jaune. « Mais avant, ajouta-t-il, j'enduirai la lame de poison. » « Tuer Hitler » dit Stuart Chatsworth, exhalant de la fumée par petites bouffées. Tous deux, chaussés de raquettes, progressaient dans les bois derrière la maison de Durham. Tout était silencieux, nous étions début mars, mais cette journée était aussi calme et froide qu'en plein janvier. « Oui, c'est ça, dit Johnny. « C'est une question intéressante, dit Stuart. Non, je crois au contraire que j'entrerai au parti et que j'essaierai de changer les choses de l'intérieur. Il aurait peut-être été possible de le purger, de le réformer, en sachant ce qui allait s'y fabriquer. » Johnny pensa aux queues de billard sciées, au regard sadique de Sonny Elliman. « Mais vous auriez pu aussi vous faire tuer, dit Johnny. Les types faisaient autre chose que de chanter après avoir bu de la bière en 1933. »« Oui, c'est assez vrai, répondit Stuart. Il releva un sourcil interrogateur et demanda à Johnny. « Et vous, qu'auriez-vous fait ?»« Je n'en sais vraiment rien, répondit Johnny. Et Stuart abandonna le sujet. « Vos parents ont-ils passé une agréable lune de miel ?» Johnny sourit. « Oh oui, ils sont allés à Miami, à l'hôtel. Charlène s'y sentait comme chez elle, et mon père a attrapé un coup de soleil. Ils ont l'air très heureux. »« Et ont-ils vendu leur maison ?» demanda Stuart. « Oui, répondit Johnny, les deux le même jour, et au prix qu'ils en demandaient. Maintenant, si ce n'est pas cette maudite dette de l'hôpital suspendue au-dessus de ma tête, j'aurai le vent en poupe. »« Johnny ?» demanda Stuart. « Oui, répondit-il. Oh, rien, rentrons. J'ai reçu des chivas régales, si vous voulez y goûter. »« Oh, je crois que oui, dit Johnny. » Il lisait Judd l'Obscur, et Johnny avait été surpris par l'attitude de Chuck. Il avait accepté cette lecture après quelques grognements et ronchonnements durant les 40 premières pages. Il lui avoua qu'il avait l'intention d'entreprendre un autre livre lorsqu'il en aurait fini avec Hardy. Pour la première fois de sa vie, il lisait par plaisir. Et tel un puceau qui vient d'être initié aux joies du sexe par une femme plus âgée, il en redemandait. Pour l'instant, le livre était ouvert, retourné sur ses genoux. Ils se trouvaient près de la piscine vide et tous deux portaient des vestes légères. Des nuages blancs filaient dans le ciel, s'unissant avant de se répandre en pluie. Le printemps n'était pas loin, nous étions le 16 avril. « Encore une question piège ?» demanda Chuck. « Non, pas du tout, dit Johnny. »« Ah bon? Et est-ce que je serai arrêté ?» demanda Chuck. « Pardon ?» fit Johnny. C'était une question qu'aucun autre n'avait posée. « Oui, si je l'avais tué, dit Chuck, me pendrait-il à un réverbère ?»«
Je n'en sais rien, répondit Johnny. Mais je pense en effet qu'il vous arrêterait. Et je ne pourrais pas revenir dans un monde meilleur demanda Chuck. Un bon vieux 1977 Ah non, je ne crois pas, dit Johnny. Oh, peu importe, dit Chuck. Je l'aurais tué de toute façon. Ah bon, comme ça, tout simplement, dit Johnny. Oh oui, dit Chuck en souriant. Je me serais muni d'une de ces ampoules qu'on dissimule dans une dent creuse, remplie d'un poison superactif, ou d'une lame de rasoir dans mon col de chemise, ou une chose dans ce goût-là. Et s'il m'avait arrêté, il n'aurait pas pu me torturer, mais je l'aurais fait. Sinon, j'aurais trop redouté que tous ces gens qu'ils avaient fait mourir ne viennent me hanter dans ma tombe. Dans votre tombe dit Johnny, mal à l'aise. Ça ne va pas, Johnny demanda Chuck. Il fit un effort pour rendre son sourire à Chuck. Si, tout va bien. C'est juste une petite palpitation. Chuck reprit sa lecture de Jude sous le ciel bas. On était au mois de mai. L'odeur du foin coupé était de retour avec celle du chèvrefeuille et des roses. En Nouvelle-Angleterre, le printemps, qui n'a pas de prix, ne dure vraiment qu'une semaine. Puis, avec les vacanciers et le bourdonnement des motos, l'été arrive d'un seul coup. Par une soirée de cette semaine de printemps, Johnny contemplait la nuit douce et profonde. Chuck était sorti avec son amie du moment, plus intellectuelle que la demi-douzaine qui l'avait précédée. Elle lisait, avait-il confié à Johnny. Ngo était parti. Il avait obtenu son statut de citoyen américain et trouvé un emploi de jardinier dans un hôtel en Californie. Il avait répondu à une annonce et avait été engagé sur le champ. Avant de partir, il était venu voir Johnny. « Vous vous en faites trop au sujet des tigres qui n'existent pas. Le tigre a des rayures qui se confondent avec la végétation et il passe inaperçu. Ce qui fait que l'homme inquiet voit des tigres partout. »« Mais il y a un tigre, lui avait répondu Johnny. »« Oui, sans doute, lui concéda Ngo.